Seb la fritaille, hein? Une vidéo sur Michael Jackson. Let's see. Bonjour à tous. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop content parce que cette nouvelle vidéo, ça va ressembler à des choses que vous connaissez déjà, mais c'est quand même un nouveau format. Vous savez, on a souvent tendance à dire que tel ou tel album est un classique. Et pour moi, un album peut être considéré comme un classique pour deux façons. Soit parce que c'est un projet qui est incontournable dans la discographie d'un artiste, soit parce qu'il a eu un impact culturel majeur, on va dire, qu'il a révolutionné son genre ou la musique en général. Et c'est précisément ce type de classique, celui qui révolutionne un genre, qui marque la culture, qui va nous intéresser dans ce nouveau format. Alors oui, il n'en existe pas des millions, mais chaque genre musical en possède au moins un. Dans ce premier épisode, on va commencer très fort en retraçant ensemble l'histoire d'un album qui est probablement le plus classique des classiques, Thriller. Dans ce nouveau format, le but est de chercher à comprendre pourquoi cet album est considéré comme un monument de la musique et pourquoi tant d'auditeurs le citent souvent parmi leurs albums préférés. On va donc parcourir... C'est moi où il n'y a pas de superstar vraiment dans l'industrie. On est en train de recycler des stars qu'ils avaient pop il y a 10-15 ans. Normalement, il est censé en pop année après année ou vraiment des vrais stars qui peuvent garder leur buzz. Pas juste des gars virals qui sont virals pendant 3 mois puis ensuite ils peuvent rien drop là. Ice Spice là, elle a duré même pas 1 an. Quelques mois. On va dire 9. 9 à 10 pour être gentil. Après ça, le projet flop, plus rien, plus de twerk, elle perd du poids, GG's. ensemble. Je déteste TikTok pour ça. Normalement, t'avais une attente, t'avais une anticipation pour certains artistes, certaines stars. Tu te dis, oh bro, you know, lui pour de vrai, c'est le gars du moment, tu vois. On s'entend tous pour dire que lui, c'est le gars du moment. Non, yo, les avis partagés, les avis Twitter. Ah, un tel va dire qu'il est bon, l'autre va dire, ah non, t'es juste un dick rider. Chacun des morceaux de ce projet dans l'ordre chronologique de leur sortie en single. Alors, pourquoi comme ça et pas juste dans l'ordre de la tracklist? Parce que vous verrez que cet ordre joue un rôle clé pour saisir pleinement la vision et la stratégie Mike était une star depuis sa jeunesse, là. Cet album, tout simplement. Depuis Avant de commencer cette ABC, vidéo, la chose la plus pertinente... Easiest 1, 2, 3. Collaboration commerciale. Quand Michael Jackson commence à travailler sur Thriller, il est déjà une star bien implantée dans le paysage musical, mais pas tant que ça non plus. Je m'explique. Sa carrière commence avec les Jackson 5, le groupe qu'il forme avec ses frères au sein du label Motown. Michael est encore un enfant, mais il devient naturellement le plus populaire du groupe. Et Motown a bien capté son potentiel et décide de lui faire sortir 4 albums solo en seulement 3 ans. Got to Be There, Ben Music and Me et Forever Michael. Sauf que ce label bride énormément leur créativité, que ce soit pour le groupe ou pour Michael en solo. Du coup, ils vont chercher à partir et vont signer avec Epic. Durant cette période, le groupe devient tout simplement les Jacksons, mais Michael a bien grandi, ses envies, ses ambitions évoluent aussi, et lui il comprend que pour avoir une liberté totale, il doit mettre le groupe entre parenthèses et se lancer pleinement dans une carrière solo. C'est donc ce qu'il va faire, il signe en solo chez Epic de CBS Records en 78, et cette même année il va faire la rencontre d'une personne très importante pour la suite de sa carrière, le producteur Quincy Jones, surnommé le Q. Et ce producteur, c'est pas n'importe qui. À cette époque, il était déjà quelqu'un de respecté de par ses talents de producteur, son exigence, sa vision artistique. Il avait déjà travaillé avec des légendes comme celle-là. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Celle-là. Encore celle-là. Yo, wow. Les 60s, il y avait une vibe là. Un soul. Yo, c'est tous des instruments, tu vois, physiques. C'est pas juste généré par un ordinateur. C'est qu'il y a un musicien qui est justement dans le tempo. Tout est manipulé par des mains humaines, par un être humain, bro.
Celle-là. On arrêtait d'automatiser, de sampler, tout ça. Non, il fallait être là, il fallait être présent, il fallait composer, tu vois. Encore celle-là. Et donc, MJ et Quincy vont alors se mettre à travailler sur un nouvel album durant près d'1 an, et il sera rendu public en 79. Cet album se nomme Off the Wall, et on est sûrement sur un autre classique de la discographie de Michael Jackson. Hey. 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 Live it off the wall. Let's go. Le projet est une énorme réussite sur le papier. 20 millions de ventes à travers le monde, ce qui en fait l'album le plus vendu de sa carrière solo à cette période. Niveau musique, l'album combine des styles différents, comme le disco, le funk, la soul, la pop, et ça n'existait juste pas. Yo, je pense que j'ai téléchargé 2-3 sons de Michael, bro. Yo. À l'époque, c'est ce mélange unique qui va carrément influencer d'autres artistes à imiter ce style de production. On parle quand même d'un album qui est censé marquer une transition dans la carrière de Michael Jackson, en passant d'enfant star à véritable artiste solo, et le résultat est vraiment loin d'être horrible. Loin de là. Mais beaucoup d'attentes ont été placées sur ce projet, notamment de la part de Michael Jackson, qui reste malgré tout déçu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, dans son autobiographie. Je voulais que Off the Wall soit perçu comme une déclaration révolutionnaire. Je voulais qu'il soit immortel. Mais je ne pense pas que cela ait été entièrement compris. Il avait l'impression d'être encore perçu comme un ancien membre des Jackson 5 ou comme un simple artiste pop pour adolescents avec des textes sans profondeur et très basiques. Ce qu'il souhaitait vraiment, lui, c'était être reconnu comme un artiste sérieux, mature, pouvant révolutionner le monde de la musique. MJ va également obtenir des récompenses, dont son premier Grammy. En soi, c'est plus que propre, sauf qu'il y a une incompréhension autour de ce Grammy, car il le reçoit pendant la coupure publicitaire et ne sera donc pas diffusé à la télévision. Welcome to America. Dans le temps de MJ, yo, je pense qu'il y a une entrevue de Mohamed Ali qui dit que quand il est allé aux Jeux Olympiques pour représenter les États-Unis à la boxe, c'est-à-dire Ali se présente pour représenter les États-Unis d'Amérique à la boxe aux Jeux Olympiques. Il arrive premier, il a la médaille d'or, il retourne dans son pays, il va dans un resto downtown. Dans ce temps-là, les Noirs n'avaient pas accès au restaurant downtown, tu sais, c'était la ségrégation, toutes ces affaires-là. Donc, vous avez tous regardé un peu la télé, il arrive, il s'assoit dans le resto, on lui dit, on ne sert pas de négro ici. Ouais, dans sa face. Malgré que le gars, il a une médaille d'or pour les États-Unis, le même pays où est-ce qu'il veut se faire servir, je sais pas, un hamburger avec des frites, tu le refuses parce qu'il est noir. Vous voyez le mindset de l'époque. MJ, tu vas me dire, c'est une superstar, il fait de la très bonne musique, il est sûrement un des artistes les plus vendus de l'année ou à l'époque. Et tu lui passes son Grammy pendant la pause publicitaire. Being black in America. Dites-vous qu'au Grammy, il y a plein de récompenses, il y a je sais plus combien de catégories, etc. Et souvent, toutes les catégories un petit peu plus techniques ou alors que l'Académie considère pas grand public, c'est pendant les coupures pub. Et du coup, Michael, quand il est pas diffusé, il le prend pour lui, quoi. Normal. Il comprend pas, et ça va le contrarier, parce qu'il accorde beaucoup d'importance à ce moment, et on peut comprendre, c'est son premier Grammy, il pense que son travail mérite une reconnaissance publique bien plus importante. Et toute cette frustration, ça va juste créer un monstre. En 1980, MJ retourne au studio pour travailler sur son deuxième album solo. À partir de ce moment, Michael consacre sa vie à atteindre un seul objectif, créer le plus grand album de tous les temps, dont personne ne pourrait ignorer l'existence. Rien que ça. Et durant cette période, le contexte musical est assez particulier. Le disco commence à disparaître, le rock connaît un renouveau et devient très populaire, alors que la pop intéresse de moins en moins le public.
De plus, chaque genre musical est souvent associé à une identité raciale. Par exemple, le grand public et les maisons de disques considéraient généralement le R&B, le disco, la funk, la soul comme des styles destinés aux noirs, tandis que le rock et la pop étaient perçus comme des genres davantage réservés aux blancs. On aurait dit un genre d'apartheid de la musique, et Michael Jackson et Quincy Jones détestaient profondément cette classification. C'est pourquoi ils vont décider de faire de ce nouvel album un vrai projet de mixité en fait, qui va mélanger le R&B, la pop, le disco, le funk, un peu comme ils avaient fait pour Off the Wall, mais cette fois-ci en y intégrant des styles jugés blancs, comme le rock ou les ballades. Cette idée a pour but que ce projet ne puisse rentrer dans aucune classification de genre, que ce soit un ovni dans le paysage musical et que n'importe quelle communauté puisse s'identifier aux musiques présentes dans l'album. Et concernant la composition de l'album, Michael Jackson va prendre une décision qui est un peu inhabituelle pour l'époque. Son objectif est clair, il veut que Thriller soit le meilleur album du monde, et il veut que ce soit un no-skip total. Pour y parvenir, il mise sur une sélection de morceaux au fort potentiel de succès, plutôt que de chercher à créer un espèce de fil narratif ou une cohérence entre les musiques. L'ambition est énorme, mais il se lance quand même à suivre ses idées jusqu'au bout. Et sans le savoir, ils viennent de poser les bases de la direction artistique qui fera de cet album un classique de l'histoire de la musique. Mais bon, avoir des plans clairs et des ambitions c'est très bien, mais il faut quand même trouver un titre à ce joli projet. Alors Michael Jackson, si vous ne le saviez pas, c'est un grand fan de cinéma, et il voulait que le titre évoque l'univers du cinéma. De base, il avait choisi le titre Starlight, en référence à quelque chose de lumineux, mais après quelques changements, il va préférer le mot Thriller. Parce qu'à ses yeux, ça signifie une montée d'adrénaline, de l'excitation, une expérience mémorable. Bon, pas la peine d'en dire plus, on va parler de tout ça bien plus tard, mais le plus important maintenant, c'est qu'on a enfin le titre. Michael et Quincy se mettent donc au travail. Mais pour être honnête, tout ne se passe pas au mieux. Quincy Jones était un perfectionniste, tout autant que l'était Michael Jackson. Pour vous donner un exemple, on sait que MJ enregistrait sa voix sans avoir les paroles sous les yeux. Il passait des nuits entières à les mémoriser. Il enregistrait ses prises dans le noir pour se concentrer à 100% sur son interprétation de sorte à transmettre un maximum. Yo, vous avez déjà vu les vocales de Michael Jackson stack? Combien de fois il répétait, par exemple, un couplet? Yo, ça pouvait aller... Yo, attends, hold on, bro. Attends. Il y en avait peut-être 10. You start to freeze. Checkez ça. You start to freeze. You start to freeze. You start to freeze. Attends, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bro. Les gars, comment... You start to freeze. That's what it looks like. Thriller, thriller night. Ça, c'est Dedication. Thriller, thriller night. Thriller, thriller, thriller. Yo, bro. Wow. Rest in peace, MJ. Équipe à fond. Même d'émotion. Côté Quincy, lui, il exigeait beaucoup de la part de Michael ou du reste de l'équipe. Il imposait de réaliser plusieurs prises de voix, ce qui est assez normal en soi, sauf que lui, il était attentif et exigeant sur chaque détail, que ce soit l'intonation, les chœurs, l'articulation, les bruits des respirations, le bruit de bouche. Tout était minutieusement scruté, et si la prise de voix avait le moindre défaut, eh ben il effaçait la bande magnétique et Michael recommençait à zéro. Aujourd'hui, ça paraît moins ouf parce que tout le monde se dit oui, t'enregistres sur un ordi, la prise elle est pas bonne, ça dégage. Là, dites-vous que ça enregistre encore sur bande, etc. C'est le vieux monde. Hein. Donc l'exigence, c'est militaire quoi. Pareil pour ce qui est du mix et des mastering, certains sons du projet vont connaître près d'une centaine de versions différentes. Tout ça jusqu'à trouver la perfection aux oreilles de Quincy et Michael Jackson, quitte à rendre les masterings à Epic le matin même de l'ultime deadline imposée par le label, soit 22 jours avant la sortie de l'album.
Parallèlement à tout ça, Walter Yeknikoff, le président de CBS Records qui avait investi initialement 750 000 $ dans la production de l'album Thriller, va avoir une idée marketing de génie. Il propose que l'équipe de Michael Jackson choisisse 6 morceaux à sortir en single après la sortie du projet. L'idée, c'est de maintenir l'album au sommet des ventes pendant plusieurs mois, en planifiant ses sorties de façon échelonnée, et chaque single devant marquer les esprits et devenir un événement que tout le monde attend. À cette époque, cette stratégie marketing est juste inédite, alors qu'aujourd'hui, elle est énormément répandue, et on va très vite comprendre pourquoi. Nous sommes maintenant en octobre 82, un mois... Donc c'est Michael qui aurait inventé les singles. Mais il les fait après. Normalement, aujourd'hui, pour créer l'engouement... Tu vois, c'est ça qui est backwards. Avant, tu mettais les singles après... Il y en a qui le font quand même. Après l'album pour la faire durer. Maintenant, tu les mets juste avant pour créer une anticipation, pour savoir c'est quoi les autres sons. Ou créer une hype derrière le projet. Il me semble qu'avant, tu faisais des interviews, tu annonçais que tu avais un projet in the work, tu as une date de sortie, tu crées une anticipation, un engouement, genre. Les gens, ils crient pour savoir c'est quoi. Juste un son, s'il te plaît. Ziak, ouais, mais Ziak, c'est les bonus. C'est genre un deluxe. Ce qu'il fait pour le reste. Mais par contre, le deluxe qu'il a sorti, toutes les sons après le projet, masterclass. Hein. À part peut-être un ou deux. Avant la sortie de ce... Et ça, je job ça sur Patreon. Ce week-end-là, je suis à fond sur du Patreon content. fameux projet, et il est donc temps de divulguer le premier single. Celui qui sera choisi pour lancer la promotion de Thriller n'est rien d'autre que le seul featuring du projet, invité prestigieux tout de même, Paul McCartney. Cette chanson, qui mélange ballade pop et R&B, a été la toute première à être enregistrée pour l'album. Après avoir écrit les paroles, Michael va présenter ce son à Quincy, et c'est lui qui va avoir l'idée de proposer une collaboration à Paul McCartney. Michael avait déjà rencontré Paul quelques années auparavant, et il était un grand fan des Beatles. De son côté, McCartney avait très vite cerné le potentiel de Michael Jackson, et après avoir écouté la démo de cette chanson, il a directement accepté de participer à sa réalisation. Les paroles de cette chanson évoquent un triangle amoureux entre Paul, Michael et une femme. Et cette rivalité est plus amicale qu'une réelle... What the... concurrence, et on le sent à travers les paroles ou le ton très léger, voire même humoristique. Et si je précise ça, c'est pas pour rien, parce que de la légèreté dans les textes de Jackson, on connaissait, parce qu'il avait essuyé déjà beaucoup de critiques vis-à-vis de ça à l'époque, mais pour l'humour... Moi, je prends le gorille tous les jours à cause de Tarzan. Pour le coup, c'était vraiment pas habituel. Bref, le son est simple, facile à comprendre, et il reste en tête assez facilement. Loki, il avait du riz, hein. Yo, perds pas ton temps. À moi, mon gars. La collaboration fonctionne bien. Le son tourne en radio, il va très vite atteindre le top 2 du classement Billboard. Vous oubliez que le gorille, il peut utiliser des armes. Hein. S'il doit faire affaire avec une branche d'arbre, peut-être fabriquer une lance. Le tigre, là, lui, il a que ses canines et ses griffes. Contre un gorille bien bâti, il est plus habile, agile. S'il attrape sa mâchoire, il le ouvre comme King Kong, bro. Vous êtes fous, vous. Hot 100 américain. Mais le souci, c'est que sa popularité s'essouffle très très vite, et les médias comme le public sont un peu déçus. Ils s'attendaient à bien mieux, surtout vu le talent de ces deux artistes. Par exemple, le journaliste Robert Christgau a écrit sur le duo McCartney-Michael comme « la pire idée de Michael depuis Ben ». Parce que oui, on n'en a pas parlé, mais le premier titre solo de Michael Jackson à avoir atteint la première place du classement américain, c'était une chanson d'amour sur un rat. Ok, c'était pour un film, machin, nanana, etc. Mais un rat quand même, voilà. Je trouve que l'anecdote vaut le détour, quoi. Revenons-en à The Girl Is Mine. Ce son n'est clairement pas considéré à l'unanimité comme un classique de la discographie d'MJ, et encore moins un classique de l'histoire de la musique, et c'est pour cette raison qu'on ne va pas s'éterniser dessus, et surtout qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est sympa, mais voilà quoi, il nous a pas choqué non plus. C'est même tout l'inverse. Suite à la sortie de ce single, personne ne s'attend à ce que Thriller soit un album révolutionnaire. Et c'est dans ce contexte que le 30 novembre 1982, Thriller est rendu public.
Michael Jackson is back in action with his new album, Thriller, featuring his smash single with Paul McCartney, The Girl Is Mine. The girl is mine. Michael Jackson's Thriller, the excitement Waouh, la promo de l'époque, bro. never lets up. I look in the mirror and I would say biggest selling album of all times. And I wouldn't accept anything unless it was exactly what I wanted. Et les premières semaines sont très compliquées. Bien sûr, Michael Jackson reste une immense star, et l'album se vend à près de 500 000 exemplaires aux États-Unis Oui. le premier mois, ce qui est loin d'être un flop, mais on est encore loin des ambitions que Michael et Quincy avaient pour ce projet, quoi. À titre de comparaison, Off the Wall, sorti 3 ans plus tard, Hold on. 500 000, les gars. près de 500 000 exemplaires aux États-Unis, Et rappelez-vous, tout était physique à l'époque. Et au faisant 500 000, combien se vendait un CD à l'époque? On va dire peut-être 19,99, un truc comme ça. Yo, il a peut-être fait genre 10 millions facilement avec ses albums physiques. Maintenant, le finesse des streams, tout ça, les reconversions, ça c'est un des meilleurs finesses de toute l'histoire. On fait travailler nos artistes aujourd'hui comme des rats de laboratoire, comme des esclaves. Hein. L'argent n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. Je comprends pas ce que tu veux dire. N'empêche que les gens se déplaçaient. En plus, si tu vendais 500 000, tu savais qu'il y avait 500 000 personnes qui s'étaient déplacées pour ton projet. Donc, 500 000 fans, ça c'est les hardcore fans, là, prêts à dépenser de leur argent pour t'écouter. Il y en a qui écoutaient à la radio aussi, qui t'aimaient en tant qu'artiste, qui achetaient peut-être pas tes projets, mais yo, c'est 10 millions dans tes poches direct, là. Et c'est un 10 millions de l'époque. Yo! 10 millions de l'époque. Oh my God. Damn, ouais. Ouf. le premier mois, ce qui est loin d'être un flop, En plus, mais premier mois. on est encore loin des ambitions que Michael et Yo, Quincy avaient pour ce projet, quoi. À titre de comparaison, Off the Wall, sorti 3 ans plus tôt, avait connu un démarrage plus rapide, grâce au succès immédiat de singles comme Don't Stop Till You Get Out. Et d'avoir mis The Girl Is Mine comme premier extrait de l'album n'était peut-être pas le choix le plus pertinent. Alors ok, il a permis de toucher un public large, mais il n'a pas généré l'excitation que Michael et Quincy espéraient. Et bien que l'album soit salué pour sa production, Mais c'est fou, il avait choisi un mauvais single. J'aurais cru que Thriller, justement, le truc avec les zombies, tout ça, c'était son single, genre. sa qualité, tout ça, il donne l'impression d'être destiné à un succès genre Damn. respectable, mais pas révolutionnaire. Et l'équipe qui ont travaillé sur ce projet, ils commençaient à avoir des doutes concernant le succès de l'album, et la seule personne qui était encore hyper confiante, c'était Michael Jackson. Et vous le voyez venir, 2 mois plus tard, un deuxième single sort, et il va prouver à tout le monde Thriller. qu'il avait raison. Ah, Billie Jean. Billie Jean est sans doute le morceau le plus important de la carrière de Michael Jackson, et on va découvrir ensemble pourquoi. Premièrement, il marque la rupture entre ses anciens titres et ceux qui vont suivre. Depuis les Jackson 5 et la période chez Motown, MJ subissait le fait d'avoir été un enfant star et d'être cantonné à des chansons trop lisses. Il était même énormément critiqué pour ça, et s'il a tant cherché à s'éloigner de cette image, c'était surtout pour gagner plus de liberté, notamment dans l'écriture de ses paroles. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Billie Jean, parce que pour la première fois, Michael parle de sujets beaucoup plus sombres, en parlant de la suspicion, des rumeurs et des dangers de la célébrité. Dans ce morceau écrit par lui-même, Michael raconte l'histoire de Billie Jean, une femme qui accuse le narrateur d'être le père de son enfant. Et même s'il nie, elle insiste. Yo, bro, je chantais ça à l'époque quand j'étais jeune. Je savais même pas le sens des paroles, bro. Il parlait d'une femme qui était pas la sienne. D'une groupie. Mais what? Yo. Des sujets d'actualité. Encore aujourd'hui. Quand t'as une... qu'elle claim que... Oh, vous étiez ensemble, tout ça. Oui, il m'a agressé aussi, ça. Yo, ça va loin, ça va vite. The kid is not my son. This is making sense. C'est quoi que je disais à l'époque, non? Top mal. Yo, bro. Et cette inspiration, elle vient pas de nulle part.
Michael y recevait souvent des lettres de fans. Et un jour, l'une d'elles a affirmé qu'il était le père d'un de ses jumeaux. D'un de ses jumeaux, pas de l'autre, de lui. Voilà, bref. Ah. Déjà, l'histoire est bizarre. Mais de son côté, lui, il a choisi d'ignorer la lettre. Voilà. Sauf que cette femme, elle a continué à lui exprimer son amour et son désir d'être avec lui. Un jour, Michael reçoit un colis de cette même personne, et à l'intérieur, il y a une photo d'elle, un gun, et une lettre où elle lui demande de mettre fin à ses jours, promettant de faire de même avec son enfant, de sorte à ce qu'ils soient tous les trois réunis dans une autre vie. Cette femme... Yo. C'est quel artiste de... C'est John Lennon? Non, attends. C'est quel artiste qui s'est fait shoot là par un fan? C'est des Beatles là. Yo. Le fanatisme. C'est John Lennon? Bro. Quel genre de fanatisme peut te mener à enlever la vie de la personne que tu idéalises autant? C'est quoi cette maladie mentale? Ça va trop loin. C'est les risques du métier, mais yo, on te dit que, yo, tu fais tellement de la bonne musique qui touche les gens qu'il y a peut-être un de tes fans qui va t'enlever la vie juste par passion. Ah ouais, c'est comme ça que ça va. Sera rapidement interné dans un hôpital psychiatrique, mais son histoire va marquer profondément Michael toute sa vie. Il va en faire des cauchemars, il aura du mal à en parler à ses proches, et il va conserver précieusement la photo de la fan pour mémoriser son visage au cas où il la croiserait. Yo, tu vois, là maintenant tu dois être sur le qui-vive. Chaque femme que tu rencontres, peut-être que c'est elle, mais t'es pas sûr, donc t'es toujours sur tes gardes. Au cas où. Ses frères ont vécu des situations similaires à l'époque des Jackson 5. Michael avait du mal à comprendre comment ces femmes pouvaient être convaincues qu'elles étaient enceintes de lui, alors que c'était faux et qu'il les avait jamais rencontrées. C'est donc cette histoire qui aurait inspiré la création du personnage. En même temps, MJ, pas se dire t'es une star, mais c'est sûr que il y a 2-3 fessiers que tu caresses, hein, mon frère. De Billie Jean, qui n'a donc rien à voir avec la joueuse de tennis américaine. En faisant cette musique, MJ voulait mettre en avant des problèmes peu connus liés à la vie d'une célébrité et faire comme passer un message comme tout n'est pas tout rose, tout n'est pas que des strass et des paillettes, et voilà. On a aussi des problèmes différents. Sauf qu'en fait, avec le son Billie Jean, il a juste ouvert une brèche et le nombre de lettres de fans qui l'accusent d'être le père de leur enfant n'a fait qu'augmenter. Nigga, what? Hey, stop, Cash, stop, les gars, stop. Il y a une enquête FBI et tout sur ça, stop. En même temps, je peux pas dire stop. Il y a peut-être une possibilité que, tu vois, si tu comprends les histoires de Jeffrey Epstein, tu penses que ça c'était juste récemment? Non, ça devait durer longtemps, ça devait... Non, je veux dire. Mais revenons-en à l'essentiel. Pourquoi Billie Jean est considérée comme un classique de l'histoire de la musique? Non, mais en vrai de vrai, yo, parenthèse, vite fait. Yo, bro, vous pensez vraiment qu'il y a des millions d'enfants qui sont kidnappés tous les jours pour rien? Genre, me semble qu'il y a un truc noir sombre. Genre, ces enfants-là, tu vois, est-ce qu'ils sont sacrifiés? On en fait des esclaves? Ah, yo... Man. Là, aujourd'hui, si Dieu il envoie une météorite sur la terre à cause de tous nos péchés, en vrai, est-ce qu'on peut lui en vouloir? On est tellement dans la corruption. Ça va trop loin. Yo, Jeffrey Epstein, pendant longtemps, on dit que, oh, il contrôle tout ça. Maintenant, c'est rendu, oh, c'était faux, les gars. C'est créé par les démocrates. Man, what? Il y avait des vidéos et tout. Vous trafiquez les vidéos. On voit la magouille tous les jours. Vous avez fait passer le truc en cours pour que tout le monde vote non au final. Alors que des milliards de gens sur la Terre ou des millions d'Américains réclament justement qu'on relâche la liste, le Epstein File. What is going on? Ça rend le truc encore plus douteux. Donc si c'était vraiment les démocrates, ils l'auraient sorti pour anéantir Donald Trump. Mais si Donald Trump dit que vraiment il fait pas partie de la liste et que c'est ça, il va release les phases et que maintenant au final il le fait plus, tu vois clairement que les deux se passent la balle. Donc les deux travaillent ensemble. Tu vois, il y a une main invisible dans ce monde qui, yo, toutes les histoires de sacrifices d'enfants, tout ça,
ça me porte à y croire parce que franchement, il y a trop d'éléments, de preuves qui disent qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans le décor, là. Come on, man. Come on. Les complotistes, ils avaient raison. Qu'est-ce qui fait que cette chanson a marqué la culture au-delà de la carrière de Michael Jackson? Déjà, l'instrumental a clairement joué un rôle là-dedans. Et plus particulièrement deux éléments qu'on entend dès le début de la musique, la batterie et la ligne de basse. Ces éléments sont juste uniques pour l'époque, et beaucoup d'artistes vont mentionner Billie Jean comme étant un plagiat de leur musique. Mais regardez, je vais vous mettre à l'aveugle des petits extraits, et je parie que vous arrivez à reconnaître celle de Michael Jackson immédiatement. Bah oui, ça c'est MJ, direct. C'est des haters, les autres. On peut trouver quelques ressemblances avec d'autres morceaux, mais soyons honnêtes, peu importe le nombre de rythmes de batterie ou de lignes de basse que je vous passerai en extrait, Billie Jean reste immédiatement identifiable. Facts. Et c'est l'une de ses plus grosses forces. Ces éléments sont tout simplement uniques, y a rien à faire. D'ailleurs, petite parenthèse pour vous, mais Billie Jean correspond à quel type de musique? Si vous avez une réponse à ça, je trouve ça tellement difficile de dire si c'est de la funk, de la soul, du R&B, du disco, voilà. On sait pas, j'ai vraiment l'impression que le son a été rangé dans une catégorie pop, juste parce qu'il était tellement innovant et qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était, qu'on savait pas dans quelle case le mettre, et pour le coup, c'est un objectif réussi. En plus, quand Quincy Jones a dirigé la création de cet instrumental, il ne s'est pas du tout inspiré des codes de la musique pop, mais plutôt de ceux de la musique classique, et ça fait toute la différence. C'est en partie pour cette raison qu'elle ne prend pas une ride, même si elle a plus de 40 ans. Je m'explique parce que c'est intéressant. Prenons par exemple la ligne de basse, qui est jouée par Louis Johnson. Elle se répète tout du long de la chanson, elle varie de temps en temps, mais elle ne disparaît jamais. En musique classique, on appelle ça un ostinato, donc c'est une rythmique ou une mélodie qui revient en boucle pour structurer la musique. Cette répétition, elle donne à la chanson quelque chose d'hypnotique, de captivant, et c'est une technique qu'on retrouve souvent dans la musique de Bach, ostinato. J'ai du mal à parler de musique classique et faire trop genre que comme si ça sortait de mon cerveau. Les gars, il y a un script. Mais je trouve ça fou, là, je me sens tellement intelligent. Et ça marche vraiment, en fait, les gars. Et même sur Michael Jackson lui-même, mini anecdote, mais dites-vous qu'un jour, il écoutait Billie Jean en voiture, et il était tellement absorbé par l'air de la mélodie, etc., qu'il s'est pas aperçu que sa voiture prenait feu. Donc, cette musique est méga dangereuse. Voilà, désolé, on va distiller plein de petites anecdotes comme ça, parce qu'en fait, Michael Jackson, c'est juste un fourre-tout d'anecdotes. Autre similitude avec la musique classique, chaque élément est introduit progressivement. Alto, Au début, soprano, on a juste soprano, la batterie, puis la alto. basse, ensuite des couches s'ajoutent, les synthés, les cordes, les voix, etc. Et ce choix n'est pas du hasard, il a pour but de créer une montée en intensité, sans jamais rompre l'équilibre du morceau. Alors bon, ok, la qualité du mix aide sûrement à rendre cette musique intemporelle, vu que Quincy Jones et Michael Jackson ont fait 91 mix différents juste Oh my god! pour cette musique. Voilà, on a la stat. Ça reste quand même intéressant. Et quand je disais qu'ils étaient perfectionnistes, je rigolais pas. Surtout qu'au final, parmi les 91 mix, ils ont gardé le deuxième. Je te laisse imaginer la gueule de l'ingé. Alors qu'il a dû passer des mois à tenter des trucs. Mais bon, c'est le jeu et c'est comme ça que ça marche. Bon, je m'excuse un peu si on part dans tous les sens, mais en même temps, il y a tellement d'anecdotes autour de cette musique, mais il faut qu'on se recentre sur le sujet. Mais tu vois, même dans les mix, des fois, il y a des sons qui sont trop bien mixés et qui perdent justement cet élément d'imperfection. Combien de fois on a entendu un teaser et tu sors le son original et t'es déçu? C'est parce que non seulement ton oreille et tu t'es habitué à l'imperfection du son, le truc raw, que maintenant que c'est trop clean, tu dis, il y a un truc en moins. C'est la même chose, bro. Sûrement que Michael, tu vois, oui, c'était bien mixé, peut-être il y avait 2-3 imperfections dans le deuxième mix, mais que les prochaines, qui étaient trop parfaites, enlevaient cette vibe, cette touche humaine. L'humain est imparfait. Tu vois, je suis sûr que, tu vois, dans la musique classique, peu importe la musique, il y a des fois des accords qui sont mal faits ou une note déplacée, quelque chose d'imparfait qui crée cette beauté dans
dans une musique si bonne à tes oreilles. Ça vient rendre humain ce son que t'écoutes. Au final, tu dis, à travers cette imperfection se cache tant de mélodies parfaites, si audibles. Et This is my opinion. expliquer pourquoi Billie Jean est considéré comme un classique. Et pour comprendre, on doit aussi parler de ce qui est sorti un mois après le single, le clip. Eh oui. Ton, 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 ton. L'un des objectifs de Michael Jackson avec Thriller... Yo, en parlant de piano-voix, je me rappelle, j'étais allé à un concert de Chili Gonzalez. Yo, Yo, tu vas me dire, pendant toute la soirée qu'il a composé, et qui, tu vois, il faisait jouer du piano et il chantait en même temps et qu'il y avait des invités. C'est sûr qu'il y avait peut-être une mauvaise note qui a passé, mais c'est sûr que, tu vois, dans le rattrapage, tu calcules même pas que la note au final, c'était pas ce qu'il avait en tête. Mais le résultat, il n'y a pas une personne de l'auditoire qui s'est levée pour dire « Ah, putain, il s'est manqué. » Non, you just vibe with it. Yo. était de faire un album qui soit accessible et identifiable par toutes les communautés, sans distinction possible. Sauf que t'as beau essayer de sortir le meilleur album de l'histoire, si l'état d'esprit des gens ne change pas, et ben son objectif, il est juste voué à l'échec. Et Michael va très vite être confronté à cette réalité avec le clip de Billie Jean. À l'époque, quand tu voulais partager un clip, il n'y avait pas énormément de plateformes pour en faire la diffusion. Au début des années 80, la chaîne de télévision américaine MTV se spécialise dans la diffusion de clips musicaux et on... Bro, MTV, bro. Ici, on avait Musique Plus. Yo, tu devais être à la télé. Yo, t'imagines à l'époque, il y avait une diffusion à telle heure. On était tous branchés en même temps pour regarder le même vidéoclip ou la même série TV, le même film. Puis, en plus, yo, il y a un truc qui m'a marqué. Yo, je regardais une vidéo, je sais pas si vous connaissez Abba and Preach. Il y a un truc qui m'a rendu tellement nostalgique. Avant, on sortait vraiment dehors et on profitait du temps. Et il y avait vraiment cet esprit communautaire. Mes parents, je me rappelle, si vous avez vécu dans les années 2000, même avant ça, je veux dire, avant les années 2020, qui se rappelle quand tes amis venaient à ta porte, frapper, je te disais, madame, est-ce que un tel il est là? Est-ce que un tel il peut venir jouer dehors? Madame, est-ce que un tel il peut sortir aujourd'hui? Ta mère disait, ouais, hé! Moi, elle était là, Josué, viens! Il y a un tel là à la porte. Il veut te parler. Il veut sortir. Oh, bro, juste ça là. Après ça, vous checkez. Elle te dit, rentre pas trop tard. Dès qu'il commence à faire nuit, tu rentres, hein. Et puis, elle se souciait même pas où est-ce que j'allais. Je sortais carrément, je vagabondais dans la ruelle. Je pouvais des fois aller au parc. Yo, j'allais à la piscine municipale, peu importe. Et il y avait zéro souci. Il faisait vraiment bon vivre. Et elle communiquait des fois avec les parents des autres jeunes, tu vois. Pour savoir où est-ce que j'étais rentré, est-ce qu'un tel était rentré, tu vois. Il y avait une communauté, tout le monde était ensemble. Yo, on a perdu ça. On a vraiment perdu ça. On était vraiment dans l'âge d'or de l'interrelation entre êtres humains. Il y avait aucun souci, il y avait plus cette confiance. Je pense que c'est le Covid, les masques, comment ça nous a éloignés. En plus, les téléphones, on est censé être plus connectés que jamais, dans une vitesse inédite, mais on a l'impression d'être éloignés comme pas possible. Et c'est pas normal. Pourtant, tu as un téléphone, en un coup de fil, tu peux rejoindre qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais tu sens quand même cette distance avec tout le monde. Cette machine-là, c'est ce humain touch qu'on perd et qu'il faut remettre. Tu vois, avec le physique, le love, cette humanité, on est en train de la perdre. Mais vraiment, à l'époque, quand tu pouvais sortir, il y avait les bicyclettes qui traînaient un peu dehors, tout le monde était outside, on profitait. On faisait bon vivre. Diffuse 24 heures sur 24. Donc, quand Michael Jackson, qui était déjà une star et au passage numéro 1 au Billboard avec Billie Jean, souhaite diffuser le clip de cette chanson à la télévision, naturellement, il va se tourner vers MTV. Eh bah MTV, il refuse. Waouh.
That's crazy. Leur argument, c'est que leur ligne éditoriale de l'époque était axée exclusivement sur le rock and roll. Et le rock était à ce moment-là la musique très largement jouée et qui était écoutée par des communautés blanches. Donc ouais, ils ont juste mis des gants et utilisé cet argument pour discriminer MJ par rapport à sa couleur de peau, et la chaîne avait déjà utilisé ce prétexte pour refuser la diffusion de clips d'autres artistes noirs, ce qui commençait à provoquer une polémique. Sauf que l'équipe de Michael ne va pas se laisser faire, ils insistent auprès de Warner Communication, les propriétaires de MTV, mais rien n'y fait, ils maintiennent leur position, etc. Et ils se défendent en disant « Nous, racistes, non, la preuve, on diffuse quand même du reggae. Hein. » Une sorte de « j'ai un ami noir type beat », tu vois. Surtout que le ridicule ne s'arrête pas là. Sur les 18 premiers mois de la chaîne, il n'y avait seulement que 3% des œuvres qui étaient interprétées par des artistes noirs. L'affaire va commencer à s'ébruiter et entacher l'image de MTV, allant jusqu'à la nommer la KKK TV, en référence au Ku Klux Klan. D'autres artistes qui, eux, avaient aucun problème pour être diffusés sur la chaîne vont même prendre parti contre cette décision incompréhensible. David Bowie le fera même en direct sur MTV en affirmant que c'était de leur devoir d'ouvrir leur antenne aux artistes noirs. Et ça, c'est vraiment un move Real one. Shout out. de boss quand on y pense. Mais ça ne suffit toujours pas. Le président du label de Michael Jackson va donc menacer MTV de retirer de leur antenne tout le catalogue musical rattaché à ces labels si jamais ils continuaient de refuser la diffusion du clip de Billie Jean. Voilà, enfin un argument de taille. Cette menace inclut des artistes majeurs comme Bruce Springsteen, The Clash, Pink Floyd, dont les clips sont essentiellement la programmation d'MTV à l'époque. Et face à ce risque, enfin, MTV cède et diffuse Billie Jean le 10 mars 1983. Rien qu'avec cette histoire, Billie Jean rentre pour toujours dans l'histoire de la musique en ouvrant la voie à une reconnaissance beaucoup plus large pour les artistes noirs à la télévision. Et c'est pas rien. Pour ce qui est du clip de Billie Jean, eh bien il est juste ultra innovant. À l'époque de sa sortie, la majorité des clips suivaient le même schéma. L'artiste était filmé en train de chanter dans un décor et quelques effets visuels étaient ajoutés en post-production. Et rien que ça pouvait très facilement faire monter le budget du clip et atteindre des sommes folles pour l'époque. Sauf que Steve Barron, réalisateur de Billie Jean, et Michael Jackson vont être très forts. Ils vont construire ce clip autour de bonnes idées peu coûteuses, plutôt que dans des productions visuelles hors de prix. L'idée de base de Steve est de faire de Michael Jackson une sorte de roi Midas qui transforme en or tout ce qu'il touche, d'où le sol qui s'allume quand il marche. Rien que cet élément va devenir culte et sera repris de nombreuses fois plus tard. À cette idée, ils vont ajouter une sorte de narration visuelle qui était juste une première dans l'histoire des clips. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur un visuel où Michael Jackson chante et danse, mais il y a une histoire qui se déroule tout le long du clip. On y voit un détective qui semble incapable de capturer l'image de Michael Jackson en photo et qui finit par être arrêté par la police. Bon, aujourd'hui ça peut paraître un poil léger comme narration, mais ça fonctionne, et juste cette idée permet de captiver l'attention du spectateur, du début à la fin du clip. Même s'il était déjà numéro 1 dans les classements, la diffusion du clip de MTV va perpétuer la popularité de Billie Jean, et il restera en tête du Billboard pendant 7 semaines. Mais ce titre n'a pas fini d'écrire sa légende. Le 16 mai 1983, les Jackson 5 sont invités à se réunir et performer dans l'émission télé Yesterday, Today, Forever, sur la chaîne Motown. Au début, Michael ne voulait pas y participer. Il préférait se concentrer sur sa carrière solo et s'éloigner un peu de son image de membre des Jackson 5. Mais il pose une condition. S'il peut interpréter l'un de ses morceaux solo, alors il acceptera d'être présent. Sauf que cette chaîne appartient à Motown, l'ancien label, et du coup, ils sont pas très chauds. Mais ils vont finir par accepter. Après un medley des Jackson 5, ses frères quittent la scène et laissent Michael Jackson tout seul, prêt à délivrer une performance qui va marquer son histoire. Déjà, c'est la première fois que l'on voit Michael avec une tenue qui deviendra très rapidement iconique. Son pantalon noir, chapeau à paillettes, chaussettes blanches à paillettes, un seul gant, et toujours avec un max de paillettes. Billie Jean se lance, le public devient hystérique, et Michael entame une chorégraphie inédite devant près de 50 millions de téléspectateurs. C'est là qu'un pas de danse va le hisser au rang de véritable icône de la pop, le moonwalk suivi de sa célèbre toupie où il finit sur les pointes là. Ça m'a donné des frissons, rien que là. On est tout simplement sur une des performances scéniques les plus populaires de l'histoire de la musique. Et même si ce pas de danse, oui, n'a pas été inventé par Michael Jackson, etc., quand on pense au moonwalk,
c'est lui qui vient immédiatement à l'esprit. Après cette performance, et malgré les heures d'entraînement pour arriver à danser et à chanter en même temps, Michael Jackson est très déçu et s'effondre en larmes en sortant de la scène. Standing ovation. Encore une fois, rendez-vous encore. compte que pour lui, c'était naze. Voilà. Voyez le niveau d'exigence qui s'infligeait. Et que vous soyez né dans les années 90 ou 2000, machin nana, qui n'a jamais essayé ou au moins vu quelqu'un tenter de faire le moonwalk, le gars vient de nous sortir une chorégraphie qui va marquer la culture pendant des décennies et des décennies, et sa première réaction à chaud, c'est juste d'être déçu. Quoi qu'il arrive, les ventes de Thriller vont exploser après cette performance et vont même frôler la barre des 1 million d'albums vendus par semaine, devenant ainsi l'un des rares artistes à avoir eu en même temps un single et un album en tête des charts du Billboard. Cette performance sera nommée aux Emmys et Billie Jean reçoit 2 Grammy et un American Music Award tout en étant certifié diamant. Et c'est déjà énorme. Nah, c'est pas Imra. Yo, clairement pas. Clairement pas. D'avoir un classique pareil de cette envergure sur un album. Get Imra the fuck out of here. Sauf que Michael Jackson, il veut laisser respirer personne. Alors qu'il s'est battu moralement contre les pensées racistes des médias de l'époque, Michael Jackson sort un nouveau single qui encourage à fuir la violence physique et pour promouvoir la paix. Pendant que Billie Jean est en train de tout exploser dans les charts, le 21 février 1983, lui et son équipe publient le 3e single de l'album, Beat It. Après avoir sorti un son dans un style ballade pop, un autre dans un genre plus funk, disco, soul, je sais pas, Quincy Jones va vouloir créer un truc qui sonne beaucoup plus rock, tout en gardant l'ADN pop qui va si bien à Michael Jackson. Sauf que la date de rendu de l'album approche et qu'ils ont toujours pas réussi à créer cette recette, cette musique-là qu'ils cherchent à avoir. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils se posent en studio comme ça et tout, et ils vont aller fouiller un petit peu des démos, voilà, des instrus, des trucs qu'ils avaient en stock, et une d'entre elles a été écrite et interprétée par Michael Jackson. Ça va retenir leur attention. 1, 2, 3, 4. Ce qui est fou avec cette démo, c'est que MJ avait déjà tout en tête. Les chœurs, les drums, les instruments, et il a tout enregistré uniquement avec sa voix. Yo, vous avez vu? C'est un truc qui m'a fait rire. Je suis en train de faire des mouvements. Vous avez vu la meuf qui... Yo, je sais pas pourquoi c'était fucking drôle. Elle est juste en train de suivre justement la rythmique. Attends. Du son. D'un son de je pense c'est de qui? Fuck. J'essaie de retrouver le média, le file. Attends, je vais le trouver, puis je vais vous le mettre. Ils partent donc de cette base et se retrouvent au studio pour composer la suite. Et honnêtement, la production de ce morceau ressemble à du n'importe quoi, tant il y a d'anecdotes improbables. Déjà, en déballant les instruments, un objet va tomber sur la housse de protection de la caisse claire, ça va produire un son, ça va retenir l'intention de Michael Jackson, ils vont l'enregistrer et ils vont le garder dans la version finale du morceau. C'est pour ça que dans les crédits, on y voit la mention Michael Jackson, Drum Case Beater. Alors quelle est la probabilité pour que cet incident se produise et finisse par apparaître dans un des sons les plus populaires qui existent? Voilà. Mais bon, ça existe, ça fait partie de l'histoire. Bon, avoir une démo et une caisse claire, c'est un bon début. Mais pour que la musique devienne vraiment rock, il manquait un élément incontournable du genre, des guitares. Pour cela, ils vont faire appel au guitariste du groupe Toto pour jouer la mélodie principale du morceau. Commençait petit à petit à se rapprocher de ce qu'ils voulaient en termes de sonorité, mais ils tenaient à ajouter un solo de guitare à cette musique. Et pour ça, ils vont penser à un guitariste de l'époque qui excelle dans ce domaine, Eddie Van Halen. Quincy décroche son téléphone, l'appelle directement, et là, Eddie raccroche. Il retente plusieurs fois, mais le guitariste raccroche en boucle. En fait, la proposition paraissait tellement improbable pour Van Halen qu'il pensait que l'appel c'était juste un canular.
Et en vrai, ça peut se comprendre. Hein. À cette époque, Michael Jackson, il sort d'une carrière avec ses frères, où il a une image super lisse, il est trop gentil, il a un répertoire qui est ultra éloigné de la culture rock, donc il s'est juste dit en mode, ils veulent quoi? C'est un peu comme si Ilona voulait collaborer avec Marilyn Manson. Bon, l'exemple est pas bon, c'est un peu extrême, mais vous avez l'idée. Van Halen va finalement prendre au sérieux la proposition et accepte de se rendre à leur studio pour enregistrer son solo. Il branche sa guitare, met les enceintes au maximum et joue pendant près de 2 heures jusqu'à ce qu'un des amplis prenne... Les gars, j'ai trouvé. C'est cette fille-là. Yo, les gens l'ont cuisiné comme pas possible, bro. Elle se fait cuisiner pour ça, bro. Michael Jackson, il devait être comme ça, bro. Littéralement feu. Quincy et Michael voulaient un son rock, et bah là ils sont servis. Et je sais pas si on peut faire plus rock que cette anecdote. Autre petite anecdote, Eddie Van Halen voulait que sa participation reste discrète, car son groupe de l'époque interdisait un peu à ses membres de travailler en solo avec d'autres artistes. Et c'est pour cette raison qu'il n'apparaît pas dans les crédits de la chanson, et en échange de son travail, la rumeur raconte qu'il aurait demandé à Michael Jackson de lui apprendre quelques pas de danse, et à Quincy Jones de lui acheter 2 packs de bière. Voilà. Simplicité, bon, ça ressemble à une blague, mais ça souligne surtout le fait qu'il ait produit l'un des solos de guitare les plus populaires. Ça me rappelle la connexion... Yo, rest in peace DJ Mehdi. Mais DJ Mehdi qui est capable d'appeler sur un coup de fil les Daft Punk, c'est incroyable. De l'histoire, gratos, comme ça. Et ça c'est beau. Une fois les éléments de synthé ajoutés au début du morceau, ce qui le rend immédiatement identifiable, MJ se concentre maintenant sur l'écriture des paroles. Parce que c'est bien d'avoir une instru rock innovante, mais si c'est pour chanter son amour envers un rat par exemple, ça pète un peu le délire quoi. Et le thème qu'il va choisir pour ce titre est encore une fois bien différent de ce qu'il a fait auparavant. Il souhaite que cette chanson soit perçue comme un genre d'hymne pacifique rejetant toute forme de violence. Les couplets racontent l'histoire d'un jeune homme confronté à un conflit, où il doit prouver son courage sans succomber à la violence. Les paroles parlent de peur, d'intimidation, de pression sociale, des thèmes qui touchent des nombreux jeunes à l'époque, surtout avec l'augmentation des violences liées aux gangs dans les rues des villes américaines. MJ était affilié au bleu, hein. MJ, il était là. Yo, vous avez déjà vu une photo de MJ avec des Crips? MJ avait les connexions, hein. Faut pas croire que... Parce que... il était pas affilié, hein. Hold on, look at this, man. Look at my boy, man. Affiliation. Don't fuck with him, bro. Come on, man. MJ peut mettre un 50K sur ta tête direct. Aller te faire fusiller, bro. Play with my boy, man. Alors ok, il n'a jamais été impliqué dans un gang ou quoi que ce soit du genre, mais depuis son enfance, il connaissait bien la violence, notamment celle de son père. Yo, tout le monde est affilié, si c'est pas la mafia, yakuza, gang, Crips, Blood, peu importe, DZ, mafia, peu importe bro, yo, tout le monde est affilié. Where we practicing, we were nervous rehearsing. I'm not. Because he sat in the chair and he had this bell in his hand. And if you didn't do it the right way, he would tear you up, really get you. But I got it a lot of times, but I think my brother Marlon got it the most. Akilo! Oh, my boy! The others were very nervous, What's and I was going on, nervous too, you know. Big Akilo G. He was tough. You heard? How often would he beat you? Too much. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas par compassion, mais nos parents, hein. Tu vois, on te dit que MJ, il a vécu dans les 70s, il vivait du racisme à travers l'industrie, tout ça. Peut-être qu'il y avait de la ségrégation en plus. Ses parents ont sûrement connu, ou peut-être ses arrière-grands-parents ont connu l'esclavage. Direct, là. Quand on parle de l'esclavage, ils étaient sur les champs de coton en train de prendre des coups de fouet, là. Là, qui pensent que c'est loin, loin, loin. Non, c'est pas si loin que ça. Il y a des gens encore sur cette terre qui ont subi des coups de fouet.
Ils ont peut-être 90 ans. Mais ça fait partie de leur vécu. Donc, eux, qu'ils avaient ce mindset-là, qu'ils avaient cette expérience de vie-là, quand ils devaient élever des enfants dans les conditions dans lesquelles ils ont été élevés, ils reproduisaient ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Donc, s'ils ont connu que les coups de fouet, pendant qu'ils font quelque chose de mal, tu penses qu'ils vont faire quoi avec leur enfant? Ils vont prendre la ceinture et ils vont infliger à leur enfant les mêmes affaires. Mais ça s'arrête de génération en génération. C'est, tu vois, faut heal. Faut comprendre que c'est plus la même époque. Les temps ont changé, tu vois. On peut plus procéder de la même manière. Mais eux, ils ont connu que ça. T'avais un quota. T'avais pas les 10 000 petits boulons de coton dans ton sac. Viens ici. T'imagines? Et t'es même pas payé pour ça, bro. For the free ski. Avec cette musique, Michael nous invite donc à fuir la violence plutôt qu'à l'affronter, et on sent que ce thème est très important. Moi, ma mère, maman, I love you, you know? Mamie, I love you. Moi, ma mère, quand je faisais quelque chose de con, je pétais une fenêtre ou je shootais dans des voitures ou des trucs de fou, là, quand j'étais jeune. C'est pas, elle me courait après et elle me tapait, hein. C'est, elle dit, viens devant moi. Viens devant moi. Mets ta main, tiens ta main comme ça. Elle prenait un fil électrique téléphonique fin, là. Tu vois ce que je veux dire? Et elle disait, c'est 10. Et en plus de ça, tu vas compter. So, je mets ma main. 1. Des fois, quand ça venait sur l'avant-bras, ça, c'était intense. Sur la main, 50-50. Je pouvais keep up. Mais quand elle mettait, bro, oh là là, mets ta main. Ah, 3. Non, ça suffit, j'ai compris. Non, il y en reste 7. 4. Et des fois, si elle manquait, c'est même pas, on pouvait comptabiliser. Si elle te touche à peine, elle compte comme un miss. Remets ta main, il en manque encore 5. That shit was crazy. En même temps, si j'avais pas subi tout ça, comment j'aurais été un brigand, bro. La route que je prenais, les trucs que je faisais, c'était pas bon, bro. Et c'est ça qui m'a évité de continuer. C'est parce que je savais si je foutais la merde. Vas-y, il y avait les coups de ceinture, coups de tout ce qui se passe à la main. D'ailleurs, cette recherche de la paix deviendra un thème récurrent tout au long de sa carrière. De base, les médias ont critiqué Beat It en disant que c'était plus une mise en scène hollywoodienne qu'un réel vécu. Mais le truc qui m'a aussi fait comprendre que tes parents ils t'aiment, c'est que tu seras pas mieux ailleurs là. Si tu vas dans la DPJ ou peu importe là, tout ça là, ça va pas être mieux pour toi là. Tu penses que tu manges matin, midi, soir, t'es nourri, logé, t'as ta play, on te laisse sortir, tu peux avoir du fun. On te protège, tout ça. Tu penses que tu vas avoir les mêmes privilèges là-bas? C'est ça qu'elle m'a dit. J'ai fait, ouais. Non, laisse. Oublie. J'ai la PSP, tout ça, toutes les gadgets. Je suis bien, en vrai de vrai, c'est juste parce que j'aime pas me faire frapper, mais en même temps, c'est moi qui ai commis des trucs. Donc, j'ai compris et... Regarde! Bonhomme ici! 2 bras, 2 jambes, une tête. Encore. Se penche vraiment, d'ailleurs, sur l'histoire de Michael Jackson, on comprend qu'il s'inspire en fait de ce qu'il a vu quand il était plus jeune, et notamment des guerres de gangs rivaux à Cary dans l'Indiana. Enfin voilà, maintenant que le titre est totalement fini, il ne manque plus qu'une seule chose pour le rendre encore plus impactant, le clip. Il sera diffusé pour la première fois sur MTV le 31 mars 1983, juste au moment où Billie Jean prenait de plus en plus d'ampleur. Le clip, tout comme le titre de la musique, est inspiré du film West Side Story, où 2 gangs s'affrontent, non pas en se battant physiquement, mais en dansant. Alors, vous connaissez sûrement l'anecdote, mais Michael Jackson a engagé de vrais gangsters de Los Angeles, des Crips et des Bloods, pour apparaître dans le clip. Et c'est juste un énorme risque au vu des tensions qu'il y a entre ces 2 gangs. Et malgré la présence de la police sur le tournage, etc., des bagarres entre les 2 gangs ont éclaté, ce qui a sérieusement menacé la réalisation du clip, vous pouvez vous en douter, sauf qu'il s'est quand même passé quelque chose d'inattendu. I came this far, I said, I'll tell you what, I wasn't going to do the big dance scene finale at the end until tomorrow. Let me try it right now. Let me try and see if I can just diffuse the situation, and then we'll go home and I won't call the Crips and Bloods back tomorrow. I have enough footage of them anyway. So he says, I'll give you 1 take. Let's go for it. And I run around screaming, get everybody ready. The doors go up. Michael Jackson comes down the boxes, and they start dancing. And then all of a sudden,
the other dancers start flailing their arms and start dancing. And I'm watching the Crips and the Bloods. They're just lined up, supposedly watching this thing going on. But the looks on their faces are so fascinating that I run over to my cameraman. I say, get those faces, shoot those faces. And he pans their faces because their mouths were open, they're hanging open. They were watching the beautiful grace and symmetry of the dance, of the choreography that they knew. Tough as they were, they could never do that. It was extraordinary. Déjà, réunir deux gangs rivaux, c'est déjà complètement fou, mais réussir à captiver leur attention avec de la danse, alors qu'ils ont leur ennemi juste à côté, c'est juste impensable, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est comme si Michael Jackson et son équipe avaient réussi à faire de la mise en scène de leurs clips quelque chose de totalement réel. Et ça, c'est juste trop fort, je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est typiquement de l'art. Billie Jean et Biddy... Mais au lieu de prendre des acteurs, les faire... Tu vois, ça c'est l'authenticité de la musique de l'époque. Hein. Au lieu de prendre des acteurs, les faire habiller comme des vrais bandits, des vrais gangs de rue, tu vois. Parce qu'il faut juste... Tu leur mets des vêtements et ils peuvent passer pour des bandits aussi. Il va chercher dans les quartiers les vrais mecs impliqués, tu vois ce que je veux dire. Yo, what? Yo, tenez-vous à côté. Je sais que vous avez des bifs en dehors du clip, mais pour aujourd'hui, cessez ça, s'il vous plaît. Pas d'acteurs, les vrais gens, les vrais impliqués. Mettez-vous là, tout de suite à côté. Lui, il a tué ton cousin. Toi, t'as tué son frère. Sa sœur est... What? Fallait sauver son budget. Ont occupé tous les deux le top 5 du Billboard américain en même temps, ce qui était hyper rare à l'époque. Biddy est resté à la première place pendant 3 semaines, pour un total de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Nigga, what? Ce qui en fait l'un des singles les plus vendus de tous les temps, et Michael obtiendra même un Grammy en plus pour cette musique. Mais Beat It, c'est bien plus qu'un simple hit avec des records. Man, single sur single, album, millionnaire sur millionnaire. De vente. En voulant créer un son rock, tout en le mixant avec la pop, il a décimé les formats radio ségrégés qui distinguaient encore la musique blanche et la musique noire. Et c'est en partie grâce à ce titre que Michael Jackson a contribué à remodeler l'avenir de la musique pop, tout en véhiculant un message de paix à la jeune génération qui l'écoutait. Mais tout ça, ce n'était encore que le commencement de quelque chose. Wanna Be Starting Something, c'est le 4e single, mais c'est aussi le morceau qui ouvre la tracklist de Thriller. Album qui, je le rappelle, devait marquer un changement net avec ses précédents projets. Et en vrai, le son est juste parfait pour servir de transition vers cette évolution. J'ai l'impression qu'on répète la même chose pour chaque titre, mais encore une fois, en termes de sonorité, cette musique est impossible à mettre dans une case. On a à la fois un mélange entre le R&B, disco, funk, de la new wave, de la pop, je sais pas. Surtout que de base, il a commencé à travailler sur ce son en 1978, donc bien avant Thriller, et logiquement, elle se rapproche de ce qu'il faisait déjà à cette époque. Mais contrairement à ses anciennes musiques qui étaient jugées très enfantines et uniquement axées sur la danse, Michael Jackson aborde dans ces sons-là des idées plus sérieuses et totalement inédites en dénonçant une société obsédée par les ragots, les rumeurs, les insinuations. Et ça c'est cool, et il se lâche complètement, il utilise même de la dérision pour aborder tous ces sujets. Vu que c'est le premier morceau de l'album, il en profite même pour introduire un personnage dont on a déjà parlé, mais qui arrive un peu plus tard dans la tracklist, Billie Jean. Sur les premières maquettes de cette chanson, Michael avait même écrit un couplet sur le sujet de la grossesse chez les adolescents. Bon, alors il s'était peut-être un peu emballé, et pour Quincy Jones, ça faisait juste trop de sujets. Sérieux pour une transition, donc ils ont décidé de faire sauter ce couplet. Mais cette anecdote, elle appuie surtout la volonté de Michael Jackson à vouloir revenir avec des vrais sujets, du fond, des messages, et un truc très important, sa transition, il la prend très au sérieux. Peut-être un peu trop dans ce genre de choses, mais heureusement qu'on a un Quincy Jones pour le canaliser aussi. Ce qui va énormément marquer les esprits, en vrai. C'est toujours bizarre quand un homme parle de trucs sexuels, peu importe, même s'il veut
conscientiser le monde, ça va mal passer. Si un homme te dit qu'il aime les enfants, ouh, wow, no. Mais si une femme te dit qu'elle aime les enfants, tu vois, je te le dis, ça passe crème. Une femme aime les enfants, tu vois, aucun souci. Un homme aime les enfants, oh non, attends, oh non. Cette chanson, c'est surtout ce passage. Mama sa, mama kusa, mama sa, mama. Pour ceux qui ne le savaient pas, ce passage n'est pas du tout une création originale de Michael Jackson. On doit cet extrait à la musique Soul Makossa de l'artiste camerounais Manu Dibango. Quand Michael a découvert cette musique, il a absolument voulu intégrer ce passage dans Wanna Be Starting Something. Et ce, malgré les réticences de Quincy Jones concernant les droits d'auteur. Finalement, Michael Jackson et Manu Dibango ont trouvé un accord à l'amiable, et c'est la première fois que Michael Jackson intègre un chant traditionnel africain dans l'un de ses morceaux. Ce choix a également ouvert la voie à une plus grande acceptation et intégration des influences africaines dans la musique pop et mainstream. Et ce passage va devenir iconique et sera donc utilisé à de nombreuses reprises par la suite. Quand le single sort le 9 mai 1983, il est très bien accueilli par le public et les critiques. Et c'est peut-être pas un game changer comme un Billie Jean ou un Beat It, mais ça reste quand même un classique de sa discographie, avec une énergie incroyable, capable de faire bouger n'importe qui. Et vous savez quoi, c'est même une transition parfaite, parce que pour le coup, ce morceau-là, il a absolument rien à... Il reste qui il est, hein, come on, man. voir avec le single qui sort juste après. À la base, cette musique ne devait pas apparaître sur l'album. L'équipe de MJ avait choisi initialement le son Carousel. Sauf que personne n'était vraiment emballé par ce titre, alors ils ont continué à chercher. Ok, je me disais qu'il y avait quelque chose qui avait changé là. C'est la tête... Yo, hold on. What the fuck? C'est la coupe. C'est la coupe. Puis André, il fait plus jours. Ah, j'ai fuck me up. En appelant d'autres producteurs, dont le groupe Toto, qui avait déjà participé à la compo de plusieurs musiques sur l'album. Steve Porcaro, le claviériste du groupe, propose une cassette à Quincy Jones avec tout un tas de démos que Toto n'allait pas exploiter, sous prétexte que ces musiques n'étaient pas assez rock et qu'elles étaient sûrement plus adaptées pour un autre artiste. L'équipe de MJ finit par écouter la cassette et aucune des chansons retient leur attention, sauf que Quincy décide de retourner la cassette et d'écouter l'autre côté. Ce qui n'était pas prévu de base. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur cette démo, Human Nature. David called down me one day. I was living at his house at the time, and he's... Yo, si c'est encore l'histoire Kendrick, Drake. Yo, I'm tired of these niggas, bro. Yo, Kendrick, you my guy. J'entends que TD Punchy beef avec DJ Academics. Yo, all you niggas, shut the fuck up. Quincy's assistant's coming over to pick up those two grooves I was working on last night. Make a cassette for me, would you? And I said, sure. And I went down and... Même dans le streaming, yo, Aiden Ross... Yo, moi j'ai une théorie. En vrai de vrai. Cette théorie-là, vous allez me dire si j'ai raison ou si j'ai tort, si je suis juste en train de trip ou peut-être il y a une part de vérité. Je pense qu'il y a une division culturelle aux States entre... Il y a comme une révolution des Noirs qui un peu... se distance ou qui... Non, je vais pas dire, je vais dire les Noirs. Les Juifs, il y a clairement quelque chose qui se passe avec les Juifs, là. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se distancer des Juifs. Aiden Ross et Kai Cenat étaient ensemble, bizarrement. Il y a une distance qui se crée entre eux. J'entends même dire que le manager d'Aiden Ross a été au téléphone avec Kai Cenat en mode « Oh, yo, my nigga, McDonald? I don't know. This is kind of weird. » Ensuite, à Drake et Kendrick, hein, UMG, Kendrick, mais ça c'est un triangle bizarre
Après ça, yo, même le Epstein Files, tout ça, Diddy in trial. Yo, bro, what is going on? What is going on? Sure enough, we were completely out of cassettes. So I took that cassette that I just made of my song Human Nature, and I changed the labels. I fast-forwarded it, and I recorded David's stuff on the A side so that it was the first thing you would hear when you put in the cassette. The story goes, according to Quincy, that he listened to David's two things, and he just happened to let the cassette player roll, keep going, and he was doing other things in his office. And in the old days, they used to have this thing called auto reverse. So when the cassette got to the end, it would start playing the other side. Oh, shit. And that's when he heard Human Nature. Michael et son équipe sont très vite Moon, tombés fans on de va aller cette checker musique, 2-3 et surtout pour son diss aspect tracks, là. doux, calme. J'ai entendu parler de Skepta et Joyner Lucas. Faut que j'aille checker UK, US. En revanche, Quincy Il Jones... y a même Top 5 qui s'est fait hang au UK. Au UK, vous venez là, vous pensez qu'ils sont précis en Europe. Nah, there's gangsters everywhere, my G. UK, ils ont les katanas, les couteaux, les longs trucs. En France, vous avez quoi comme arme? Vous, c'est les comment t'appelles ça? Les tear gas, là. Il avait un peu des doutes sur les paroles. Et tout. Et c'est pourquoi il a fait appel à John Bettis pour perfectionner cet aspect. Au final, les paroles de cette chanson deviennent introspectives et explorent des thèmes universels comme la curiosité, les émotions humaines ou encore l'envie d'évasion. Elles évoquent le désir de découvrir le monde, de se connecter aux autres et de célébrer la richesse de l'expérience humaine patati patata. Donc oui, MJ n'a pas écrit cette chanson, mais ce thème lui correspond complètement. Well, I don't know people. I get afraid of people sometimes. It's a whole nother life that I haven't really experienced. Exact. That. Like friendship is something I'm just beginning to learn about. I was raised on the stage, and that's where I'm comfortable. And Ça vient d'où? like foreign to me. I'm just Where you from, blood? And learn about people, friendship, things like that. Et si on doit parler de son interprétation, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus, tout est limpide, ça colle parfaitement avec l'ambiance du morceau. Michael Jackson est trop fort. Ah ouais, Joyner, pas Joyner. Joey, j'avais suivi un peu. Il avait je pense c'est Absol sur un freestyle avec Big Sean. Je pense que ça avait commencé un truc comme ça. Mais ouais, ça j'avais suivi. C'est Joyner Lucas et Skepta que j'ai pas suivi. Quand le single sort le 3 juillet 1983, personne ne s'attend vraiment à ça. On n'était pas habitué à entendre MJ sur une chanson aussi douce et peu rythmée. Si Michael Jackson travaillait sur une musique, c'était avant tout pour qu'il puisse danser dessus. Et avec ce morceau, il montre une autre facette de lui, même s'il était déjà reconnu pour sa voix. Cette chanson, elle prouve qu'il peut se mesurer à des grands chanteurs à voix de son époque et faire très bien le travail. Mais ce n'est pas pour autant que Michael va abandonner la danse ou les morceaux entraînants, et il nous le prouve le 19 septembre 83 avec la sortie du 6e single de l'album, Pretty Young Thing. Pretty Young Thing? Yo, Michael, come on, man. This is Pretty Young Thing. I guess. Durant l'été 83, les titres de Thriller perdent peu à peu des places dans le C'est juste iffy à entendre ça, je sais pas. classement. Donc face à cette situation, l'équipe de Michael Jackson va décider de sortir PYT en single. Alors, pourquoi celui-ci et pas un autre? Parce que ce titre est probablement le seul morceau à établir un lien avec les projets précédents de En plus, le mouvement de bassin, I don't know, bro. I don't know. Michael Jackson. Il est beaucoup plus funk que les autres sons de Thriller et rentre parfaitement dans la dynamique dansante de l'ère post-disco, on va dire, comme l'était par exemple Rock With You. Donc c'était un peu une sorte de valeur sûre. Pourtant, contrairement aux démos qu'on a écoutées précédemment, celle de PYT n'avait absolument rien à voir avec la version finale. Pretty Young Thing.
Pretty Young Thing. Et Quincy Jones, quand il a entendu ça, il était pas du tout, mais pas du tout convaincu par la démo. Il était en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi faire en fait? Rappelez-vous, MJ et Quincy, ils voulaient que Thriller soit un album universel qui couvre différents styles musicaux et justement, après avoir composé des morceaux plus complexes voire expérimentaux, il fallait ajouter à ce projet quelque chose de plus doux et plus funky on va dire. Quincy va donc décider de remodeler entièrement cette démo et d'en faire un titre plus fun et plus léger que les précédents titres de Thriller. Quincy va contacter plusieurs auteurs dont James Ingram pour l'aider à retravailler la structure et écrire des paroles plus optimistes et donc adapter un son beaucoup plus funk. L'exigence de Quincy Jones va faire que les paroles vont mettre du temps à être validées, il devra même mouiller le maillot lui-même en écrivant certains passages, et c'est pour ça que c'est le seul son du projet où il est crédité en tant que co-auteur. C'est même la femme de Quincy Jones qui a trouvé le titre de Pretty Young Thing, car de base le son devait s'appeler Infectious Party Jam. IPJ, Bon, on s'éloigne du sujet. Une fois les paroles et l'instru finis, ils vont présenter une première version à Michael Jackson, qui va juste adorer et demander à ce que rien ne soit modifié. Hey. L'une des choses qu'il apprécie le plus dans cette musique, c'est entre autres l'utilisation de mots d'argot qui sont peu utilisés dans la musique pop, comme le mot tenderoni. Bon, même si ce mot à la base c'est une marque de pâte, il est utilisé aussi comme un terme affectueux, genre une jeune fille attirante, tu vois, tenderoni. Et ça fait marrer Michael, en plus le son il est dansant et tout, donc il le valide. Pour finaliser le morceau, ils vont rajouter des chœurs en faisant appel à deux des sœurs de Michael, Latoya et Janet Jackson, et le son est fin prêt et sera évidemment gardé pour figurer sur Thriller. Ce titre n'a pas eu un impact énorme sur la musique, voire pas du tout quoi, mais avant sa sortie en single, il avait quand même une petite cote de popularité, tu vois. Il était beaucoup diffusé sur les radios noires et il rentre parfaitement dans la continuité de ce que Michael avait produit jusque-là en termes de sonorité. Ce 6e single devait initialement être le dernier à être promu après la sortie de l'album, mais comme vous vous en doutez, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Un autre single viendra finalement conclure cette promotion, je vais changer après le live. Tout en contribuant à élever cet album au rang de classique. Va sur la bio. La bio Twitch, il y a le lien. De l'histoire de la musique. Il est temps de parler du 7e et dernier single qui justement porte le nom de l'album, Thriller. Bon, c'est peut-être la démo la plus connue de l'histoire, mais à l'origine, cette chanson, écrite par Rod Temperton, devait s'appeler Starlight, et ça donnait ça. Ah, parce que c'était le titre de base de l'album. Ouais, ok. Mais le titre a été modifié pour refléter un aspect beaucoup plus mystérieux, qui correspond beaucoup mieux à l'univers de Michael Jackson. Pour écrire les paroles, Temperton s'est inspiré de l'intrigue qu'avait MJ pour les films d'horreur. Hold on. Yo, pourquoi est-ce que le lien Discord, il se recharge à chaque fois? Je comprends pas. Normalement, c'est one type deal, non? Hold on. Je vais le mettre dans le chat. Et toute la direction artistique de la musique s'est construite autour de ce thème-là. Entre le bruit du vent, les portes qui grincent, le monologue avec le rire creepy de la... Yo, ça là... Combien d'entre nous? Come on, man. Ça là... Vincent Prince à la fin. Though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the Thriller. Ou même les bruits de loups qui hurlent à la mort, qui d'ailleurs auraient été interprétés par Michael Jackson lui-même. Toute cette ambiance effrayante est en grande partie la raison pour laquelle Thriller ne devait pas sortir en single. Le label de Michael Jackson, CBS, trouvait l'idée innovante, voilà, mais il considérait qu'une chanson sur des monstres, ça avait pas un grand potentiel commercial, c'était pas non plus l'idée du siècle, quoi. Sauf que Michael ne va pas lâcher l'affaire. Après avoir sorti 2 clips qui ont eu chacun un impact énorme, il rêve de faire du 3e clip, un film à part entière. Mais qui dit film dit souvent gros budget, et au vu des ambitions de Michael, il était impossible
de sortir un film low cost parce que ça entacherait trop le travail qui a déjà été effectué sur l'album. Tu peux pas avoir fait des trucs un peu grandioses et qu'après, vu le budget qui te reste, faire un truc un peu éclaté. Non, t'es obligé d'être au niveau. Michael Jackson avait énormément apprécié le film An American Wolf. Non, t'es obligé d'être au niveau. Michael Jackson. Yo, le mime est intemporel, bro. Avait énormément Yo, c'est n'importe quoi. apprécié le film An American Wolf in London. Et les idées qu'il avait eues pour le clip de Thriller étaient assez proches de cet univers. C'est pourquoi il a directement contacté John Landis, le réalisateur du film, pour lui confier la direction complète de ce clip. C'est d'ailleurs la première fois qu'un réalisateur de cinéma collabore avec un artiste pour réaliser un clip, ce qui ouvrira par la suite la porte à énormément de collaborations entre ces deux mondes les années qui vont suivre. Bon, Michael et John se portent à énormément... Madonna? Attends, elle chante? Yo, Madonna, c'est pas juste une... J'allais dire une porn star. Non, pas une porn star. Je pensais qu'elle était juste mannequin, en fait. Énormément de collaborations. Est-ce que je confonds avec quelqu'un d'autre? Madonna? Non, je confonds avec Marilyn Monroe, je pense. Entre ces deux mondes les années qui vont suivre. Bon, Michael et John se rencontrent, ils partagent leur idée. On devrait faire ça. Ah ouais, on met ça. Ah ouais, truc de fou. Ouais, c'est Marilyn Monroe qui a aussi baisé avec Clinton. Ah, on s'adore. Bon, ils s'aiment bien, les gars. Ils vont se mettre d'accord pour... Non. Je viens de réaliser le truc que je viens de dire. J'avais Marilyn Monroe en tête, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause du fond noir et blanc. I don't know. Produire quelque chose de très cinématographique en s'orientant vers Kennedy. Un court-métrage avec la qualité et l'ambition. Tous les mêmes, hein. Après avoir rédigé un script en deux parties bien distinctes, John et Michael vont appeler Walter Yetnikoff, le boss de CBS, pour leur présenter ce fameux projet ainsi qu'une estimation des coûts de production, soit environ 900 000 $. Dites-vous qu'à cette époque, le clip ayant coûté le plus d'argent, c'était Ashes to Ashes de David Bowie avec 500 000 $. Thriller, sur le papier, est censé coûter quasiment le double, c'est juste démesuré et c'est ce qui en ferait le clip le plus cher jamais réalisé à son époque. Rappelez-vous qu'à la base, pour Michael Jackson, CBS a débloqué 750 000 $ pour produire l'entièreté de l'album. C'est que ça comprend tout. Donc là, ils sont en train de demander un truc où, oui, effectivement, ça dépasse un peu ce à quoi on s'attendait. Bref, c'est beaucoup trop ambitieux, ça n'a aucun sens en termes de production pure, et donc en toute logique, CBS vont refuser l'idée de réaliser un clip pour Thriller. Pour eux, il n'y avait pas vraiment d'intérêt de ressortir un single et un clip, surtout à ce prix-là, car pour eux, ils considéraient que l'album avait déjà bien vécu et que son apogée était derrière lui. Mais peu importe, MJ voulait absolument un clip qu'on puisse regarder encore et encore, les clips de musique étaient encore à sa genèse, et il voulait marquer le coup en devenant le premier et le meilleur court-métrage musical qui puisse exister. Michael va donc commencer par investir 150 000 $ de sa poche, et avec John, il reste full déterminé à produire ce clip, peu importe si CBS les aide ou pas. George Foulsey Jr., le producteur de John Landis, va proposer l'idée de réaliser un documentaire des coulisses du tournage, qui, combiné au clip, pourrait faire un film d'1 heure, pour le vendre à la télé et ainsi aider à financer sa production. Ce move de commercialiser les making-of a permis d'inventer une nouvelle façon de financer un projet, et cette technique, qui était ultra novatrice à l'époque, sera largement reprise par la suite dans de nombreuses branches du divertissement. Et en vrai de vrai, si on y pense, c'est une idée de génie, car maintenant Michael et son équipe ne vendent plus ce projet comme financer un clip, ils vendent ce projet comme financer un film. Et là, ça change tout. La chaîne américaine Showtime va accepter de payer 300 000 $, tandis que MTV financera à hauteur de 250 000 $. Au final, Walter Yetnikoff va craquer, et CBS participera également, en ajoutant 100 000 $ à la cagnotte. Bon, John Landis et Michael n'ont pas exactement la somme espérée, mais avec leurs équipes, ils ont une petite idée de comment effectuer un dernier braquage, mais on en parlera un peu plus tard. Pour le moment, ils ont largement assez d'argent, le tournage peut commencer. Welcome to the making of Thriller. Hey. Hey. Au total, le tournage de ce clip a sollicité près d'une centaine de personnes avec 20 danseurs professionnels, 40 figurants, 40 membres d'équipes techniques entre producteurs, maquilleurs, etc. Et en parlant de maquilleurs, c'est carrément la plus grande équipe de maquillage jamais réunie dans l'histoire du cinéma à cette époque. À l'époque, il n'y avait pas de... C'est quoi encore les VFX d'aujourd'hui, là? C'est...
Ils utilisent ça pour les cartoons. Pas les cartoons. Et tout ça pour un... Pas le AI. Yo les gars, c'est quoi le VFX le plus populaire? CGI! Fucking CGI! À l'époque, il n'y avait pas de fucking CGI, bro. Fallait que tu maquilles. Un clip. Mais en vrai, vu le nombre de zombies qui apparaissent dans le clip... D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui sont allés regarder Superman? Je pense que je vais aller soit dimanche, samedi ou dimanche, je sais pas. Et le taf effectué pour transformer Michael Jackson en loup-garou, bon, ça se comprend. S'ils ont décidé de transformer Michael en loup-garou dans la première partie du clip, c'est clairement pas un hasard. Cette transformation représente le changement d'une image d'artiste innocente à quelque chose de plus audacieux, en abordant des thèmes plus sombres et matures. Et ça correspond exactement à ce qu'on retrouve dans l'album. Inconsciemment, c'est logique. Au départ, le loup-garou devait ressembler à celui du film An American Werewolf in London et se déplacer à quatre pattes. Mais c'était juste une galère pour danser, vous vous en doutez, alors du coup ils se sont inspirés du film des années 50 I Was a Teenage Werewolf, où le loup-garou était bipède. Et c'est en référence à ce film que Michael Jackson porte une veste de collège dans le clip. Cependant, alors je sais pas si vous aviez déjà fait attention, mais Rick Baker, le maquilleur d'effets spéciaux, il a transformé Michael Jackson en chat-garou. Et pas en loup-garou. Pourquoi? Parce que Landis et Michael ne voulaient pas que cette créature soit trop effrayante. Ce qui permettait également de se démarquer des autres films d'horreur et surtout de rester accessible à un public plus large. Maintenant, si on doit parler de ce qui a réellement rendu culte ce clip, c'est bien la deuxième partie du script où Michael entame une chorégraphie au milieu d'une vingtaine de zombies. On est peut-être sur l'une des performances artistiques les plus célèbres et du coup les plus reprises au monde, même des années après sa sortie, que ce soit dans des parades, dans des écoles, dans des prisons. Entre la chorégraphie, les tenues, le maquillage, tout dans ce clip est rapidement devenu un élément incontournable de pop culture. Et pourtant, quelques semaines avant la première diffusion, Michael Jackson a bien failli annuler définitivement ce court-métrage. Après avoir visionné les premières versions, etc., Michael y commence à douter et à regretter sur le fait d'avoir axé un clip autant sur le surnaturel. On n'en a pas parlé, mais Michael Jackson a grandi dans une éducation religieuse très stricte, particulièrement du côté de sa mère qui faisait partie des témoins de Jéhovah. Et tout ce qui relève de la magie, de la superstition, du surnaturel, etc., c'est totalement interdit. En montrant les premières versions... Ouais, don't play with the death. Don't play with the dead. Du clip à des membres de sa communauté religieuse, certains dirigeants de l'église vont appeler à ce que Michael soit excommunié et donc exclu des témoins de Jéhovah. Bon, c'est un peu tard pour réaliser que tout le concept du clip repose sur des éléments interdits par sa religion, mais ça n'empêche pas qu'il est encore libre d'annuler la sortie de ce clip. John Landis et son équipe vont essayer de trouver des solutions et ils vont lui proposer de mettre un disclaimer au début et à la fin du clip, et Michael va accepter. Et c'est pour cette raison que le court-métrage s'ouvre avec la mention: en raison de mes fortes convictions personnelles, je tiens à souligner que ce film ne cautionne en aucun cas une croyance en l'occultisme. Michael Jackson. Pendant les semaines suivantes, lui et son équipe mettent en place un battage médiatique inédit pour un clip musical avec des bandes-annonces dignes d'un film. C'était juste la première fois que l'on voyait ça pour un clip musical. Hold on to your seats, hold on to your arms, hold on to every... Wow, le clip en 240p, bro. It's Michael Jackson's Thriller, a short film by John Landis that'll scare you out of your tree. Michael Jackson's Thriller, first and exclusively on MTV Music Television. Aujourd'hui, cette approche est devenue la base pour promouvoir un clip, et c'est clairement Thriller qui a contribué à tout ça. Et c'est ainsi qu'arrive le 2 décembre 1983, date à laquelle Thriller est enfin rendu public, et est même diffusé sur MTV. The only place on TV you can see Thriller is here on MTV, and we are proud of it. It is more than just a video, it's a short film and quite a piece of art from Michael Jackson and John Landis. We're real happy to have it here. Ce court-métrage de 14 minutes est devenu un événement, et il se répand petit à petit aux quatre coins. Attends, parce que ça, je vais le mettre sur YouTube, mais je react au clip après la planète. Après la vidéo. Thriller, c'est le titre de cet album, Michael Jackson, avec une réalisation de John Landis, produit par Michael Jackson et Quincy Jones, excusez du peu. C'est un film qui est un film d'épouvante, un film d'humour, digne du festival du film fantastique d'Avoriaz. Regardez, Thriller, Michael Jackson. Michael Jackson et son équipe vont vendre en très peu de temps près de 10 millions de cassettes VHS, incluant le making-of, Making Michael Jackson Thriller et le clip de Thriller. Et quand je disais tout à l'heure qu'ils avaient justement un plan pour atteindre le budget de production du clip, ce plan c'était justement ces VHS. Ils ont décidé de vendre ces cassettes au prix de $30, alors qu'à l'époque, la plupart des films étaient vendus autour des $80, rendant le court-métrage beaucoup plus accessible. Parlez-en à vos... $29!
Il a up le price! Nigga, what? Proches qui ont peut-être connu la sortie de ce clip, je pense qu'ils seront tous unanimes pour vous dire à quel point il a eu un impact sur cette époque. C'était juste une giga claque, le clip a choqué tout le monde, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, peu importe. Et avec l'engouement de la sortie du clip de Thriller, Michael Jackson a juste réussi à doubler les ventes de son album. Je sais pas si on se rend compte, c'est monstrueux. Pour rappel, le label de Michael, CBS, il pensait que l'apogée de l'album était derrière lui. À la base, il croyait pas forcément... Hold on, what are you saying? Non, mais c'est vrai, attends. Pour le prix des VHS, si t'as l'original, celui vendu dans les années 80, là, oublie ça, c'est un collector, ça. Ça doit valoir au moins dans les 1000 et quelques, là. Original, là. Une des premières tapes vendues de Michael Jackson, Thriller. Une réalisation culte pour la musique. En l'utilité d'un dernier clip. Ce clip a doublé tout. Euro, tu l'as volé? Question comme ça, ta nationalité. C'est un truc de fou. À côté de tout ça, lui et son équipe maintiennent toujours énormément d'ambition autour de ce court-métrage, et ils vont même vouloir aller gratter un Oscar. Mais pour être éligible, il fallait au moins être diffusé pendant 1 semaine dans un cinéma. Et c'est ce qu'ils vont faire. Landis va programmer la diffusion du clip pendant 1 semaine dans un seul cinéma de Los Angeles. Non, ils remporteront pas d'Oscar. Mais le morceau et le clip vont quand même remporter un Grammy pour le meilleur album vidéo en 1985, plus 3 vidéos MTV Awards, un People's Choice Award, une certification diamant avec plus de 10 millions d'exemplaires, etc. etc. Il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. Mais non, tu n'auras pas d'Oscar. Aujourd'hui, Thriller continue de figurer dans les classements à chaque saison d'Halloween, atteignant par exemple la première place sur 3 classements différents du Billboard la semaine du 8 novembre 2023. Wow. On est 40 Ça, c'est l'équivalent de Mariah Carey avec après sa sortie les chansons initiale, de Noël. C'est abusé, c'est fou. Tu vois, faut que tu cibles une... C'est comme NASA avec les anniversaires. Happy birthday! Je suis désolé, si ce son n'est pas considéré comme un classique, je comprends plus rien à la musique. Petite anecdote pour terminer avec cette chanson, sur le vinyle de l'album, sorti bien avant le clip de Thriller, on pouvait déjà trouver un indice sur ce qui allait suivre. On y voyait des monstres et des mains velues, évoquant clairement l'image d'un loup-garou. Enfin, d'un chat-garou du coup, mais vous m'avez compris. On a maintenant parlé de tous les singles qui soient sortis avant ou après la sortie officielle de l'album. Mais il reste 2 sons que l'on n'a pas évoqués. Alors c'est clairement pas les musiques qui nous viennent en tête quand on pense à Thriller de Michael Jackson, mais elles ont tout de même leur rôle à jouer dans ce projet, et on va un peu en parler. Commençons par Baby Be Mine. Share this ecstasy? Ah ouais? Ah ouais, les bars de Junkie, déjà à l'époque, commençaient. Mais c'est bizarre qu'ils ont pas mis le parental advisory, là, genre, quand t'as des lyrics explicites sur la cover. Au départ, cette chanson a été rapidement critiquée. Elle a été perçue comme un simple single de remplissage de la tracklist, sans véritable apport musical. Mais avec le temps, elle a gagné en popularité, au point d'être considérée comme une petite pépite cachée de Michael Jackson, dans le genre R&B. Cette musique reprend la plupart des codes du R&B et du funk des années 80, elle est donc pas ultra innovante par rapport aux anciennes productions de Michael Jackson, et elle reste assez similaire à ce qu'on pouvait trouver sur son précédent album Off the Wall. C'est sûrement pour cette raison que Baby Be Mine a eu moins d'impact que les autres titres. Oh là. Les gars, je sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Yo, comment vous pensez que votre père a réussi à get votre mère? Genre legit. Est-ce que tu penses que c'était un affamé de musique et peut-être que t'as été fécondé sur exemple Baby Be Mine? Moi, je me demande vraiment comment mon père a bag ma mère, genre. C'est quoi le game qu'il a spit, genre? C'est crazy, hein, non. Y a personne qui veut vraiment savoir comment il a été fécondé, mais juste pense-y. Parce que t'es un être humain aussi. T'as un Riz, t'essaies de get des meufs, tu baises aussi. Tu penses que tes parents l'ont pas fait aussi? Hey yo! C'est insane! Je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans le chat qui ont été fécondés sur Baby Be Mine. You never know. C'est Valentin.
Yo, pause. Non, pas pause, mais dans tout le respect qui se doit. Vous pensez pas que votre mère, elle faisait des... Yo, nah, never mind. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. Sur l'album, enfin j'imagine. Il nous reste donc le un jour titre du mariage, ça doit être ça, maestro. mentionné. Pour moi, il est clairement sous-coté. Vous pensez que votre père, c'est la seule personne avec qui votre mère a eu des rapports sexuels? Non, ma faute. This C'est le is son qui conclut ce insane. projet, The Lady in My Life. Yo. Hold on. C'est sûr que statistiquement, toutes nos darons ne peuvent pas tous être des sages-femmes. Il y en a une d'entre nous. Non, come on, man. Oh shit. Cette chanson, qui est une sorte de ballade R&B sur le thème de l'amour, a le même problème que Baby Be Mine. Il n'y a pas grand chose d'innovant musicalement par rapport aux anciennes productions de Michael Jackson, mais perso, en termes d'interprétation et de musicalité, ce son est juste une pure douceur, et il colle parfaitement pour être une outro. Et après m'être mangé la discographie de Michael Jackson en faisant cette vidéo, pour moi ce son est dans le top 3 des outros de Michael Jackson, et sûrement pas troisième. Quoi qu'il en soit, on peut pas vraiment dire que ce soit grâce à ces deux musiques que Thriller est devenu un classique, mais il reste tout de même essentiel à l'équilibre du projet, et voilà, c'était important de se faire la tracklist en entière. Les ambitions de Michael Jackson sur ce projet ressemblaient à une utopie. C'était pas seulement des objectifs personnels, il voulait changer les mentalités, et il voulait marquer l'histoire de la musique. Il l'a toujours assumé, et c'est un fait. Et quand on regarde l'impact des hits de cet album, comment dire qu'il n'a pas réussi ? Billie Jean a permis de briser les idéaux racistes de la télévision et d'une partie de la population, tout en prouvant qu'il était possible de réaliser un bête de clip sans avoir un énorme budget, mais juste en ayant une bonne idée. Dites-vous que ça pourrait s'arrêter là, mais on parle même pas du moonwalk que Michael Jackson a ramené de la danse de rue pour en faire un élément incontournable de la pop culture. Billie a délivré un message inédit à la jeunesse, en mettant en avant la paix et la protection de sa propre vie, au détriment des embrouilles et des problèmes liés au gang. Quant à Thriller, il a juste révolutionné la façon de promouvoir la musique, et l'a délivré avec un clip qui impactera aussi bien la culture, le cinéma et l'industrie en général. Tout ça dans un seul et même album qui mélange aussi bien la pop, le rock, le funk, le disco, les ballades, j'en passe. C'est d'une richesse incroyable, il y en a absolument pour tous les goûts, et c'est aussi ce qui en fait un des projets impossibles à ignorer pour l'époque. Yo, venez, on va regarder le clip de Thriller.